Maolid 2017, la communauté musulmane de Côte d'Ivoire a commémoré dans la nuit l'anniversaire de la naissance du prophète Muhammad. Ce 1er décembre marque aussi la journée mondiale de lutte contre le sida. Dans cette édition, le regard des populations sur la prévention. Coupe du Monde 2018, on connaît depuis cet après-midi la composition des 8 groupes pour le premier tour. Et le 1er décembre 1955, aux États-Unis, Rosa Parks refuse de céder sa place dans un bus. Un siège réservé aux hommes de race blanche, ce sera votre éphéméride. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Pour commencer en images, nuit de prière et lecture du Coran, la communauté musulmane de Côte d'Ivoire a commémoré dans la nuit d'hier à ce matin le Maolid. Il s'agit de l'anniversaire de la naissance du prophète Muhammad, le prophète de l'islam. Prière et invocation pour demander la paix en Côte d'Ivoire et dans le monde. C'était la teneur de la cérémonie officielle qui a eu lieu à la grande mosquée de la Riviera Golf en présence d'un parterre de personnalités politiques et religieuse. Le Maolid dans la nuit d'hier a aujourd'hui, cette commémoration est célébrée à la date du 12 de Rabi al-Awwal, le 3e mois de l'année musulmane. Nos reporters ont parcouru certaines communes du district d'Abidjan. Vous le verrez, on ira aussi à San Pedro, Franco-Adio et Doua de Lazer. À Abobo, les fidèles musulmans ont célébré la nuit du Maouloud, cette nuit qui correspond à la nuit de la naissance du prophète Mohammed. Pour l'imam Ali Koulibaly de la mosquée Badegnan derrière Raï, c'est une occasion pour les musulmans de se rappeler l'histoire du prophète, d'enseigner sa tradition, la sunna, et de se rassembler autour des idéaux de l'islam qui prônent la paix et l'amour du prochain. Un message qui renforce l'élan religieux des fidèles, dont Ouattara Brahima, conseil municipal, qui salue le courage des imams, celle consistant à inculquer des valeurs de cohésion sociale aux jeunes. À Abobo Banco, le Maouloud, c'est une célébration de 12 mois. Rabi al-Awwal, qui est vu comme le mois de la naissance du prophète, l'imam Cheikh Mahmoud Sanogo a pour sa part interpellé la jeunesse à prendre son destin à main. Il a aussi demandé aux jeunes de se détourner de l'immigration clandestine. L'invité de cette commémoration de la naissance du prophète, Kouidan Ange, chef légitime du village Anokwa-Kouté, a prôné l'union et la paix durable en Côte d'Ivoire. Au rond-point de la gendarmerie d'Abobo, cher Moufti Abdraman Sogodogo a donné un enseignement aux fidèles musulmans basé sur la vie du prophète. À Abobo Bessi, un peu plus loin, l'imam Fofana Ibrahim de la mosquée Bafon a exhorté la communauté à louer Allah du fait qu'il a donné un prophète et qu'il a envoyé l'islam comme instrument de sa volonté sur terre. À Adjamé, à la mosquée Mairie, au quartier rouge, l'imam Cheikh Moustapha Sonta a donné de nombreux enseignements sur la vie du prophète. Il a par ailleurs exhorté le peuple musulman à se rassembler autour des activités de la prière et du Coran. De la place Terre Ado à la mosquée de la Cité, en passant par la place Terre Rouge, les fidèles musulmans sont sortis nombreux pour prier le Dieu Tout-Puissant afin de bénéficier de toutes ses grâces. Les guides religieux ont expliqué à travers des conférences les grandes vertus de l'islam. Des prières et des bénédictions ont été faites pour la paix en Côte d'Ivoire. Lecture du Coran et louanges ont également meublé cette nuit du Maouloud à San Pedro. On ouvre la page au sport de cette édition. Coupe du monde de football 2018 en Russie. La Côte d'Ivoire n'y sera pas, ça on le sait déjà. On connaît depuis cet après-midi l'affiche du premier tour. Le tirage au sort s'est tenu cet après-midi à Moscou. Pour rappel, la compétition se déroulera du 14 juin au 15 juillet. Seydou Koulibaly et Aude Alegbe de RTI Sport. Il n'y a pas vraiment de groupe de la mort qui se dégage à la suite du tirage au sort de la Coupe du Monde 2018 qui s'est déroulée ce vendredi en Russie. Mais le groupe B réserve une belle affiche entre le Portugal, champion d'Europe, et l'Espagne, vainqueur des Euro 2008, 2012 et de la Coupe du Monde 2010. Qualifiés in extremis pour la Coupe du Monde 2018, Lionel Messi et les Argentins, finalistes malheureux de l'édition précédente, évolueront dans le groupe D en Russie, aux côtés de la Croatie, passée par les barrages, de l'Islande qui participera pour la première fois à la compétition et du Nigeria, 8e de finaliste au Brésil. Tiré dans la poule E, le Brésil, quintuple champion du monde, a hérité de la Suisse, du Costa Rica et de la Serbie.
un groupe abordable pour les coéquipiers de Neymar qui débuteront la compétition par le plus gros morceau, la Suisse, qu'ils affronteront le 17 juin prochain à Samara. Placé aux commandes de la poule F du premier tour de la Coupe du Monde 2018 en sa qualité de tête de série, l'Allemagne, championne du monde en titre, défiera en premier lieu le Mexique le 17 juin à Moscou. La Suède sera ensuite au programme de la Mannschaft 6 jours plus tard, puis la Corée du Sud le 27 juin. Pour les pays africains, c'est un tirage abordable pour certains. 28 ans après sa dernière participation, l'Égypte est le premier pays africain qui s'en tire le mieux en héritant de la Russie, certains pays hôtes même pas flamboyantes ces dernières années, de l'Arabie saoudite dans un choc du monde arabe et de l'Uruguay qui fera figure de favori dans ce groupe. Le Nigeria s'en sort moyennement bien dans le groupe D où les Super Eagles retrouveront encore l'Argentine qu'ils viennent de battre 4-2 en amical, ainsi que la Croatie et l'Islande. Le Sénégal ne s'en tire pas trop mal en étant placé dans le groupe H équilibré avec la Colombie, la Pologne et le Japon. Bien sûr, les Lions de la Teranga ne partent pas favoris, mais l'espoir est permis. Mais le sort n'a pas été clément avec le Maroc de retour 20 ans après. Les Lions de l'Atlas héritent de l'Espagne, du Portugal et de l'Iran dans le groupe B. Une poule très relevée entre voisins de la péninsule ibérique. Toujours dans le domaine du sport, on s'intéresse à une autre rencontre mondiale, cette fois sur le tatami. Abidjan accueille à partir de demain la finale des Grands Prix et la Coupe du monde de taekwondo. C'est une première en Afrique. 32 pays seront en compétition au Palais des Sports de Treichville. 4 années après l'organisation de la Coupe du monde de taekwondo à Abidjan, la Fédération ivoirienne de taekwondo se prépare à réunir sur un même tatami 139 tireurs en provenance de 12 pays pour le compte de la finale des Grands Prix et la Coupe du monde de taekwondo par équipe du 2 au 7 décembre au Palais des Sports de Treichville. La Coupe du monde par équipe nationale réunira du 5 au 6 décembre 16 équipes dont 8 féminines et 8 masculines qui viendront de 12 pays. L'Azerbaïdjan, l'Allemagne, la Chine Taipei, la Corée, la Russie, la Turquie, l'Iran, la Serbie, les États-Unis, le Mexique et la Côte d'Ivoire. Cissé Cheikh Salah et Gbagberut, médaillés olympiques en 2016, Mamina Kone, Koulibaly Bouma défendront les couleurs de la Côte d'Ivoire à ce rendez-vous des meilleurs athlètes. Un gala des awards le 4 décembre prochain, cérémonie qui récompense les meilleurs athlètes, encadreurs techniques et dirigeants du taekwondo, est également au menu. Pour rappel, c'est devant de grandes nations présentes à la 27e Assemblée générale ordinaire de la Fédération mondiale de taekwondo tenue le 14 novembre 2016 au Canada que Maître Bamba Cheikh Daniel, président de la Fédération ivoirienne de taekwondo, a obtenu l'organisation couplée de la finale des Grands Prix et la Coupe du monde de taekwondo par équipe en décembre 2017. Tout à fait autre chose, l'entrepreneuriat, moyen d'une autonomisation durable. La commune d'Atekoubé l'a bien compris. Un centre de formation de l'entrepreneuriat féminin vient d'être créé dans cette commune grâce à Trienne Kando. Des milliers de femmes se tournent aujourd'hui vers l'entrepreneuriat qui apparaît comme une des solutions pour pallier les difficultés économiques. Pour donc encadrer les femmes porteurs de projets, un centre de formation de l'entrepreneuriat féminin vient de voir le jour dans la commune d'Atekoubé. Nous sommes une commune famille, une commune heureuse en ce jour. Et nous saisissons l'opportunité pour lancer un appel à toutes les femmes. Le moment est venu de prendre leur destin en main, de s'assumer. Et nous sommes là pour les accompagner, pour les soutenir, pour leur donner la véritable rampe de lancement social, qui est l'autonomisation des femmes. Toutes les femmes, toutes les mamans feront l'effort de venir dans ce centre, venir se renseigner et envoyer leurs projets, même si elles ont les idées de projets, elles pourront venir et mettre ces projets-là pour que ensemble nous puissions trouver des solutions pour elles, pour qu'elles soient autonomes. Bâtir sur une superficie de 400 mètres carrés, ce centre a été financé à travers la coopération japonaise à hauteur de 50 millions de francs CFA en partenariat avec l'ONU Femmes.
Ce genre de centres, ce sont des centres qui permettent à des femmes de non seulement accroître leurs compétences, mais également avoir les relations et les échanges qui leur permettraient de développer leurs différentes activités. C'est un centre qui est implanté à Tokoubé, mais qui appartient à toutes les femmes entrepreneurs de Côte d'Ivoire, toutes les femmes qui ont envie d'exercer dans ce domaine et devenir autonomes, traduire en réalité l'autonomisation de la femme qui est la volonté affichée par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Le Centre de promotion de l'entrepreneuriat féminin sera le lieu de renforcer la formation entrepreneuriale des femmes en Côte d'Ivoire, d'identifier et d'accompagner les femmes entrepreneurs à fort potentiel d'impact et de créer un réseau de femmes. Ce 1er décembre marque aussi la journée mondiale de lutte contre le sida. Plus de 36 millions de personnes atteintes dans le monde. L'Afrique, quant à elle, enregistrait en 2016 plus de 6 millions de cas d'infection. En Côte d'Ivoire, la prévalence a connu une baisse. Elle était de 2,7 en 2016. Cette année, la 30e journée a pour thème le droit à la santé. Et c'était un 1er décembre aussi. En 1955, Rosa Parks refuse ce jour-là de céder sa place. Ce siège dans le bus était destiné aux hommes de race blanche. Par ce geste symbolique contre la ségrégation, elle allait contribuer à changer le visage de l'Amérique. Retour sur un jour pas comme les autres. Dans le sud des États-Unis, la ségrégation raciale s'effrite, certes, sous l'impulsion de décisions courageuses de la Cour suprême. Mais elle persiste malgré tout. En ce 1er décembre 1955, Rosa Parks est fatiguée. Couturière de 42 ans, elle a travaillé toute la journée à Montgomery, en Alabama. Dans l'autocar de la ville qui doit la ramener chez elle, elle espère du repos et du répit. Mais son attitude rebelle va bouleverser la société américaine. James Black, vétéran de l'armée américaine et surtout chauffeur du bus numéro 2857, dans lequel est montée Rosa Parks, est en effet à cheval sur le règlement. Il demande ainsi à la couturière et à 3 autres passagers noirs de se lever pour laisser leur place assise aux usagers blancs. La réponse de Rosa Parks est claire. Non. Il faudra attendre une décision de la Cour suprême pour que la ségrégation soit officiellement jugée inconstitutionnelle le 13 novembre 1956. Si Rosa Parks n'est pas la première à désobéir de la sorte, son arrestation va servir de déclencheur. Dès le lendemain de son emprisonnement, les usagers noirs boycottent la compagnie de bus. Les différentes associations et églises se fédèrent au sein du mouvement pour le progrès de Montgomery et placent à leur tête un pasteur de 27 ans venu d'Atlanta, un certain Martin Luther King. Le mouvement formule 3 revendications. La liberté de s'asseoir où l'on veut dans les autobus, l'obligation de courtoisie des chauffeurs et l'embauche de chauffeurs noirs. Mais le Ku Klux Klan, entre autres, s'accroche à la ségrégation et il faut attendre une décision de la Cour suprême pour que celle-ci soit officiellement jugée inconstitutionnelle le 13 novembre 1956. 8 ans plus tard, en 1964, le président démocrate Lyndon Johnson signera la loi sur les droits civiques. Quant à Rosa Parks, elle poursuivra son engagement et créera Rosa and Raymond Parks Institute for Self-Development visant à faire découvrir les sites importants du mouvement pour les droits civiques. En 1990, Nelson Mandela, tout juste libéré de prison, lui rendra visite à Détroit où elle a établi domicile. Elle y décédera le 24 octobre 2005. En heure suprême et nationale, sa dépouille sera exposée au Capitole à Washington durant 2 jours, à 2 pas de la statue d'Abraham Lincoln, le président américain ayant aboli l'esclavage. Après son décès, durant plusieurs jours, les premières places des bus de Montgomery resteront vacantes. Sur les sièges, une photo de la couturière entourée d'un ruban et portant cette inscription. La société de bus RTA rend hommage à la femme qui s'est tenue debout en restant assise. Elle s'est assise pour que nous puissions nous lever, déclarera quant à lui le pasteur Jesse Jackson. En black, fin de cette édition. Bonne suite de programmes sur les antennes de l'RTI.